suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Daniel. Bonjour Raphaël. Daniel Roquette, merci de venir sur le podcast Sésame Asie. Donc tu es CEO et fondateur ou cofondateur d'un site qui s'appelle Villa Finder. C'est une sorte, on va dire, de Airbnb de la villa en Asie Pacifique. Donc une marketplace qui permet de louer des villas pour passer ses vacances, j'imagine, le plus souvent. Mais donc je te propose de te présenter rapidement, de nous dire qu'est-ce que c'est Villa Finder, hein, et après on enchaîne, on va discuter de cette aventure entrepreneuriale et du côté un peu digital, quoi. Ça intéresse beaucoup de gens dans l'audience de savoir comment lancer son propre projet digital et en Asie. On n'a pas eu beaucoup d'entrepreneurs comme toi qui font des projets digitaux avec qui sont vraiment qui ont trait à l'Asie. Donc enchaînons. Dis-nous qui tu es et qu'est-ce que c'est Villa Finder, s'il te plaît. Très bien. Bah, écoute, merci de m'avoir invité sur le podcast et ravi de partager mon expérience. Donc, je m'appelle Daniel, je suis français, comme tous les invités de ton podcast, je crois. J'ai peut-être raté quelques épisodes. Comme la plupart. On a dû avoir quelques exceptions, mais comme la plupart. La plupart. Ok. Donc, je suis installé en Asie depuis une dizaine d'années, 2010, et je suis effectivement le cofondateur de Villa Finder. Alors, on n'est pas une marketplace exactement. Je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. On est plutôt plus proche entre une marketplace et une agence de voyage. C'est-à-dire que on est vraiment à la croisée de essayer de trouver un maximum de propriétés qui sont des très belles propriétés, mais garder un élément de sélection comme ferait un agent de voyage qui vous envoie pas n'importe où. Donc vraiment un peu le meilleur des deux mondes où on veut voilà, digitaliser un petit peu une agence de voyage. Alors ça semble un peu old school d'agent de voyage, donc j'utilise en général pas trop ça, mais ça montre bien le côté, on va dire, qualité de service qu'on peut attendre dans les villas qu'on propose. Ok, non, bah super. Bon, on va rentrer dans les détails de tout ça juste après. Donc c'est villafinder.com. Hein, le mieux c'est de faire un petit tour sur le site pour visualiser un peu quel est le sujet du podcast. Et donc dis-nous un peu toi, combien de temps en Asie, comment t'es arrivé là et comment t'as démarré ce projet? Ouais, alors écoute, je suis arrivé en 2010. T'es à Singapour déjà, je sais même plus si on l'a précisé, mais effectivement. Je suis arrivé à Singapour. C'était mon deuxième contact avec l'Asie. J'étais venu une seule fois avant en Thaïlande, quelques années plus tôt, pour faire un voyage. Et donc je suis arrivé via un échange universitaire classique. J'ai fait une fac de droit, puis j'ai fait une école de commerce. Et via l'école de commerce, il y avait cette possibilité de partir. Il y avait 2 universités partenaires en Asie, une à Hong Kong et une à Singapour. Et le choix s'est fait de manière un peu arbitraire. J'ai rencontré 2 personnes qui étaient parties dans chacune de ces 2 universités. Et puis, je sais pas, je trouvais que le mec de Singapour était plus sympa. Et donc, c'était pas non plus très objectif. Ça ne joue pas grand-chose. Mais voilà, j'ai aussi fait l'EDEC et moi, j'étais au Japon en échange de l'EDEC. Donc, comme quoi, quelques points communs. Eh ben, écoute, exactement pareil. On n'est peut-être pas exactement dans la même année. Du coup, moi, je crois que j'avais pas le Japon parce que ça m'aurait bien tenté. Mais bon, voilà, j'avais Hong Kong et Singapour. Donc voilà, je me suis retrouvé à Singapour grâce à ça. Expérience incroyable. Évidemment, j'ai vraiment beaucoup aimé la région. Et puis je suis parti en fait ici parce que dans ma famille, il y a pas mal d'aventuriers, on va dire, des gens qui aiment beaucoup voyager, qui sont partis dans des coins un peu incroyables. Et l'Asie du Sud-Est en particulier, c'était le coin qui était le plus méconnu dans la famille. Tout le monde parle espagnol, a déjà fait plein de voyages en Afrique, en Amérique du Sud, etc. Donc voilà, j'avais l'impression d'être un peu un aventurier en partant en Asie du Sud-Est, même si évidemment en 2010 c'était déjà bien exploré.
Non, ça le reste. Hein, mais mes premiers voyages, la découverte de la Thaïlande dans les années 2000, Ouais. ça a resté l'aventure un peu. Ça, si on sort des sentiers battus. C'est ça. Si on sort des sentiers battus, c'est vraiment ça qui fait toute la différence, parce que même, enfin bref, un peu partout dans le monde, il y a encore des coins assez inexplorés si on arrive un peu à sortir des sentiers touristiques. Euh, donc oui, voilà, je suis venu en échange universitaire. Ça m'a tellement plu que j'avais un gap, j'avais un gap year, comment on dit, une année sandwich ou je sais plus. Ouais, une année sandwich. Tu Voilà, m'as c'est ça. prévenu. Enfin, on a une vieille blague récurrente sur le podcast sur les anglicismes. Tu m'as prévenu de toi-même que tu voulais faire attention. Je vais faire de mon mieux, mais je ne garantis rien. Donc oui, voilà, j'avais ce gap year et donc il me restait 8 mois avant de reprendre les cours. Année de césure. C'est ça. Bonne mémoire. Et donc oui, en fait, j'avais déjà à l'époque pas mal d'intérêt pour l'entrepreneuriat parce que c'était un peu les années. Alors Facebook était déjà lancé, mais en tout cas c'était les années The Social Network, c'était les années vraiment du digital qui se lançait et où on voyait plein de gens qui faisaient des choses assez incroyables. En tout cas, on en voyait surtout les bons côtés à l'époque. Et du coup, il semblait un peu que tout le monde pouvait lancer sa boîte. Enfin, il y a vraiment un engouement dans le microcosme dans lequel j'étais peut-être seulement, mais il y avait un engouement, je pense, assez important d'un point de vue mondial pour l'entrepreneuriat. Donc ouais, j'ai cherché une boîte chez qui faire un stage, et c'est comme ça que j'ai rencontré mon futur cofondateur chez Villa Finder, qui lui aussi était un EDEC. Voilà, alors la force du réseau, j'ai des critiques sur l'école, mais c'est vrai que un des avantages incroyables, c'est que ça permet de rencontrer des gens un peu partout, et ça c'est un réseau qui est très fort. Et donc mon premier stage à Shanghai, je me suis retrouvé à dormir la première semaine chez un EDEC que je ne connaissais pas, qui m'a hébergé gentiment. Donc non, la force du réseau, ça peut être assez cool. Ouais. Ah ben c'est incroyable, et et évidemment il y a plein de types de réseaux. Il y a le réseau EDEC et les écoles, il y a le réseau juste des Français. Le fait de faire un podcast français en Asie, c'est un peu ça d'une certaine manière aussi, hein. Bref, il y a plein de réseaux, et on y reviendra plus tard, mais peut-être sur la fin. Mais c'est vrai que trouver les bons réseaux pour s'intégrer dans les pays, c'est vraiment ça qui est important, quoi. Enfin bref, tout se fait de réseau, mais parce que c'est un peu partout dans le monde, même si on l'appelle peut-être pas de la même manière, mais les réseaux sont très importants. Et c'est pas forcément des réseaux physiques, ça peut être des réseaux numériques aussi, hein. Mais oui, c'est très important. Et donc tu nous dis ces stages, qu'est-ce que tu as commencé à travailler dans le tourisme tout de suite, ou comment t'as rencontré ce cofondateur, comment vous est venue l'idée, enfin vas-y, raconte. Alors oui et non, j'ai pas commencé dans le tourisme tout de suite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lui avait aussi une fibre d'entrepreneur. Mais il avait aussi une famille et donc des responsabilités et donc un job à temps plein. Mais il avait pas mal d'idées et pas de temps. Et moi, j'avais du temps et pas forcément d'idées, mais en tout cas, j'avais de la motivation. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a pris comme stagiaire et il me faisait bosser sur le côté sur plein d'idées qu'il avait de sites web, de business, etc. Donc on a lancé ensemble en 8 mois peut-être 7 ou 8 différents sites web. Et petits business en ligne. Donc on avait un gros qui était une plateforme de blogueurs voyage, qui était un espèce de communauté, puisque c'était vraiment très à la mode les communautés à l'époque, avec Facebook, etc. Et donc on voulait être la communauté de référence pour tous les blogueurs voyage, parce qu'on pensait que voilà, ça allait être assez énorme. Donc déjà là, je note un truc, c'est une approche. Là, j'ai l'impression que c'était assez récent, cette mode un peu de faire 12 projets en 12 mois. Je vois sur Twitter pas mal de start-upers qui lancent vraiment plein de projets très très rapidement jusqu'à trouver le bon. Mais toi, tu avais déjà eu cette approche à l'époque, en fait. Ou c'est quelque chose qui existe depuis toujours et que je connaissais pas encore, mais... Je pense que c'était plus organique, c'était pas forcément aussi réfléchi que ceux qui le font comme ça maintenant. C'était plus tiens, bon, on a une idée, écoute, je peux créer un site, parce que j'utilisais pas mal WordPress à l'époque,
et je savais un peu faire deux trois trucs de code, mais pas grand chose, mais juste de quoi hacker un peu les plugins WordPress et les thèmes. Donc c'était plus, on avait une idée sur le week-end et puis tiens, bon, allez, vas-y, je vais lancer un espèce de site WordPress. On avait fait un pour des assurances voyage par exemple, où on vendait des assurances voyage en ligne avec un play SEO pour gagner des pas mal de positions sur plein de mots-clés importants et puis du coup rediriger du trafic vers différents providers d'assurance voyage. Donc voilà, ça a pas mal marché. Je crois que le site existe encore. Il rapporte peut-être 10 euros par mois à droite à gauche. Il paie son hosting déjà. Ah, il paye son hosting, voilà. Mais voilà, bref, ça a pris. Il y avait un autre site qui était sur des hôtels. Les hôtels, on voulait faire un peu un rating de tous les hôtels éco-friendly du monde pour aider les gens à trouver des hôtels qui étaient plus sustainable, plus responsable, plus conscient de l'environnement et de leur impact. J'y croyais beaucoup moi celui-là à l'époque. Maintenant, je vois que personne n'a encore réussi à le faire. Donc c'est qu'il y a peut-être quand un même peu trop en avance sur votre temps, quoi. Après, parfois avoir la bonne idée c'est bien, mais le timing, je veux dire par rapport au marché, c'est aussi clé, quoi. Donc surtout quand on est petit, qu'on n'a pas les moyens on n'est pas Facebook, on va pas créer son propre marché. Donc c'est ça. Et puis au-delà de ça, je pense que maintenant que je connais un peu mieux l'industrie du côté tourisme et du côté des hôteliers, en fait, il y a des questions de standardisation et de pouvoir comparer un hôtel à un autre qui sont incroyablement difficiles parce qu'il faut que tout le monde se mette d'accord sur, ça c'est le standard. Donc ça va être quand on dit qu'on est responsable, ça veut dire je change de serviette. Et puis pour quelqu'un d'autre, ça va être non, je consomme moins d'électricité. Et puis pour quelqu'un d'autre, ça va être j'utilise plus de paille en plastique. Bref, il y a plein de standards. Et les hôtels sont un peu en avance par rapport aux villas sur la standardisation, mais ça reste très difficile à comparer. Et donc du coup, la création d'un label, c'est un boulot titanesque sur lequel il faut, il y a un vrai modèle de levée de fonds derrière, je pense, qui est assez nécessaire pour pouvoir aller éduquer le marché, pour pouvoir faire le marketing qui va faire comprendre aux hôteliers que une fois qu'on a ces labels, on peut attirer plus de clients parce que in fine, comme beaucoup d'endroits, il faut pouvoir convaincre aussi que c'est ce qui importe aux clients. Et on peut aussi se faire des ennemis. Enfin, ça fait penser à, je sais plus comment elle s'appelle, l'app en France là qui permet de voir la provenance des aliments, je crois. Qui a un gros succès, mais qui est victime de son succès. Je crois que c'est la charcuterie, par exemple, le lobby de la charcuterie qui lui met des bâtons dans les roues. C'est un problème de riche. On en arrivait là à ce niveau dans le projet, mais bon, non, mais merci de l'éclairer. En tout cas, l'approche d'être vraiment. Enfin, moi, je trouve que c'est un défaut que tous les entrepreneurs ont souvent au début, c'est de vouloir faire le produit parfait. Et je pense que d'itérer vite, d'essayer différentes idées, d'apprendre comme ça et de trouver la bonne, c'est la meilleure approche, quoi. Quand on dit qu'il faut avoir, si on n'a pas honte de son comme on dit, de son MVP, de son premier prototype, quand on le met sur le marché, c'est qu'on a été trop perfectionniste. Je pense que c'est quelque chose à retenir. Alors, tout à fait. C'est une clé. C'est une leçon que beaucoup de gens, comme beaucoup de leçons dans l'entrepreneuriat en tout cas. Il faut on a beau les savoir, les appliquer, c'est beaucoup plus dur. Et donc, c'est vrai que, c'est des choses qu'on peut répéter, des erreurs qu'on peut répéter. Et dans le futur, c'est pas parce qu'on l'a fait à ce moment-là que dans le futur, on s'est pas dit, tiens, on va attendre que ce soit parfait pour lancer ce projet. Bref, on fait toujours des erreurs. Alors, le bon côté, c'est que on avait un bon duo entre un qui était plus perfectionniste que l'autre. Donc, du coup, on arrivait à pas mal lancer les choses et à avancer. C'était vraiment la clé plus que la perfection. On ne demandera pas qui tient. Non, exactement. On ne demandera pas qui est qui, mais non, mais aucun de nous deux est perfectionniste. C'est juste que effectivement, on a plutôt une bonne complémentarité, quoi. Ce qui est aussi clé dans la création dans un duo d'entrepreneurs. Ouais, tout à fait. Donc oui, pour en arriver à Villa Finder, donc grosso modo tous ces projets, aucun de ces projets a vraiment marché. Et puis bref, moi je suis rentré en France 1 an pour finir mes études. Et puis ensuite, j'avais vraiment, j'ai beaucoup aimé
vivre à Singapour. Donc je suis revenu immédiatement. Et en revenant, j'ai discuté avec David, donc mon cofondateur, qui m'a dit j'ai une nouvelle idée. Si tu veux, on recommence. On avait bien bossé ensemble. Puis on avait quand même découvert 2-3 trucs qui marchaient, on va dire en termes de marketing et en termes de bref, on avait quelques leçons apprises. Et donc là, sa nouvelle idée, c'était tout simplement de faire un site de réservation de villas à Bali. L'idée étant à l'époque purement technologique, qui était de dire, tu veux réserver un hôtel sur Booking.com ou Agoda, les 2 grosses plateformes en Asie, c'est très facile, mais alors réserver une villa, à l'époque, on parle de sites sur lesquels il y avait des toutes petites photos, il n'y avait pas de moteur de recherche, c'était juste une liste de villas. Il n'y avait pas Airbnb surtout, quoi, c'est ça? Il n'y avait pas Airbnb, oui, tout à fait. Là, on parle de 2012, donc Airbnb existait, mais Airbnb n'était pas vraiment présent en Asie, et ils avaient encore cette perception, en tout cas, leur placement, c'était encore des chambres dans une maison. Tu louais pas une maison entière chez eux, tu louais une chambre. Donc c'était effectivement un monde assez différent, et moi je les suivais beaucoup en me disant tiens, c'est génial ce qu'ils font, c'est très intéressant. À titre personnel, j'aimais beaucoup. Je regardais Airbnb, mais on les comparait plus à l'époque au Couchsurfing. Je sais pas si tu connais ça et si tu as expérimenté. Ouais, j'ai été un grand couchsurfer et hébergeur. Donc voilà. Bien. Ouais, donc bref, expérience incroyable. Et en fait, c'était un peu, au début, on se disait, mais Airbnb, ils viennent juste monétiser le couchsurfing, quoi. Ce que des gens faisaient gratuitement, Airbnb, ils viennent le faire en faisant payer les gens. Bon, c'est bizarre, etc. Mais je me rappelle que c'était les discussions qu'on avait à l'époque. C'est vrai qu'ils sont partis de là. Hein. Je crois que le tout début, les tout débuts, c'était vraiment un gros événement à San Francisco ou en Californie. Et comme pas assez d'hôtels et inciter les gens à mettre un matelas dans leur salon, quoi. Je crois que c'est vraiment ça le tout début de la genèse de Airbnb, si je me souviens bien. C'est exactement ça. Il y a un livre excellent qui raconte toute la genèse de Airbnb. Je recommande à tout le monde de le lire, parce que qu'on soit intéressé par le monde du travel ou pas, c'est une aventure entrepreneuriale incroyable et qui montre vraiment tous les hauts et les bas, et surtout la détermination que ces 3 personnes ont eue, qui est incroyable. Et comment ils ont appris. Il y a des très bons podcasts aussi. Je crois que tu es sur le podcast américain How I Built This. Ouais. L'épisode d'Airbnb, je le conseille. Ouais. Non, il y a plein de très bonnes ressources, effectivement. How I Built This, c'est vraiment un super podcast que je recommande, effectivement. Très bien. Pour tout ce qui est entrepreneuriat. Ouais. Ok, donc vous lancez ce site. Donc j'ai déjà noté un peu avant ton côté un peu sur la construction, le côté WordPress, génération de trafic, ça on le répétera jamais assez, mais n'importe quel projet, comment générer du trafic, ça c'est souvent le nerf de la guerre. Et donc, ça m'intéresse aussi de savoir, comment vous avez lancé la chose. Et à un moment, il faudra que tu m'expliques aussi ces aspects-là. J'imagine que vous êtes monté en gamme depuis le WordPress et comment vous êtes monté en gamme aussi sur la génération de trafic, sur du SEO et toute la gamme des ads et d'autres possibles manières de générer du trafic. Ouais. Je te pose beaucoup de questions, mais je te laisse dérouler tranquillement. Ouais, ça marche. Donc écoute, tu vois, typiquement l'erreur de te dire tiens, je vais lancer un site plutôt que de lancer un MVP et de faire les trucs un peu acquis à un premier pour prouver le modèle, pour prouver qu'il y a quelque chose. Mais on l'a pas fait. Comme quoi, on n'avait pas vraiment appris. Donc ce qu'on a fait, c'est que j'avais rencontré un gars assez incroyable en France quand j'étais rentré pour finir mes études, qui était dans une des écoles d'ingénieurs de Lille, j'ai oublié laquelle c'était, et qui donc je l'avais rencontré dans les il y avait des meet-up entrepreneurs à Lille, et donc je l'avais rencontré là-bas, et donc je lui avais dit écoute, s'il y a quelqu'un dans ton école qui cherche un stage à Singapour, nous on cherche quelqu'un pour lancer la première version de notre site. Et puis lui il a dit écoute, non, je vais pas faire circuler ton offre parce que je vais la prendre moi-même et je vais venir créer le site.
Et puis on a eu énormément de chance parce que ce gars était excellent. À la fois d'un point de vue technique, il était très très bon, mais aussi il avait une vision très centrée sur l'utilisateur et des très bons, comment dire, une capacité à faire des trucs d'un point de vue design, d'un point de vue visuel qui était assez belle. Et donc la combinaison de toutes ces choses-là font qu'on a vraiment créé un site qui dès le début, alors évidemment si on le regarde aujourd'hui il semble assez moche, mais un site en tout cas qui à l'époque était très fonctionnel, très orienté utilisateur et qui était un site entièrement codé par nous-mêmes. Donc là où je dis qu'on refait une erreur, c'est-à-dire que typiquement si je devais refaire ça aujourd'hui, je me dirais attends, tu fais un WordPress, tu fais un Shopify aujourd'hui pour prouver que il y a vraiment de la demande sur le marché et que les gens ils sont intéressés et tu vas pas coder ton propre site toi-même. Ça n'a quasiment aucun sens. Donc c'est en ça qu'on a eu la chance. Toutes les templates qu'on peut essayer d'utiliser de nos jours et en l'espace de quelques heures, on peut sortir un prototype de à peu près n'importe quoi. Exactement, parce qu'en fait, finalement, c'est ça, c'est un site de e-commerce. Donc oui, sur Shopify, tu vends plutôt des vêtements normalement ou des montres ou je ne sais quoi, mais finalement, tu peux juste remplacer ça et mettre des villas. C'est pas très compliqué. Donc voilà, oui, typiquement aujourd'hui, n'importe quel projet, tu pars de là, tu vas pas le coder entièrement. Enfin, ce serait une perte de temps que tout reprendre from scratch, quoi. Donc oui, on s'est lancé comme ça. Là où on a eu beaucoup de chance, c'est qu'effectivement, c'était vraiment quelque chose qui était très demandé. Et donc, en fait, même avant que le site soit lancé, on avait déjà des réservations. On avait déjà des gens qui venaient nous voir pour nous dire vous êtes parti à Bali, vous avez regardé des villas, ok, du coup, dites-moi lesquelles sont bien, lesquelles je dois réserver, comment je fais ma réservation avec vous. Donc en fait, même avant que le site soit live, on avait déjà des réservations. Donc ce qui était une preuve assez importante que ok, on touchait probablement à quelque chose qui était un vrai besoin, et donc on n'était pas en train de construire dans le vide quelque chose qui n'avait, un problème sur lequel il n'y avait pas de marché, ou le problème était très limité. Parce que vous êtes à Singapour, j'imagine que de louer une villa à Bali ou dans les environs, enfin je veux dire ça peut être la Malaisie, l'Indonésie, c'est ça, les pays autour, c'est les expats, etc., les gens que vous connaissez, ça doit se faire assez fréquemment, quoi, c'est ça? C'est ça. Donc un peu moins dans ma tranche d'âge, on va dire, puisque à l'époque moi j'étais vraiment fraîche grade, sorti d'université, mais surtout mon cofondateur qui a une dizaine d'années de plus, lui il était vraiment dans cette tranche d'âge, les familles avec des enfants en bas âge qui veulent partir dans des villas dans la région, et donc c'est vrai qu'à l'époque il y avait peut-être un peu moins de Français, je sais pas comment c'est aujourd'hui. Je suis un peu sorti de ces réseaux-là, mais il y avait un groupe Facebook qui s'appelait Singafrog sur Facebook, dans lequel on avait juste fait un peu de promotion pour dire qu'on partait. Et on a reçu plein de demandes via ce groupe. On a reçu plein de demandes via juste du bouche à oreille, en fait, des gens qui se parlent et qui racontent tiens, je connais un tel qui est parti à Bali, qui va faire ça, et donc on s'est retrouvé avec pas mal de réservations de gens qui entendaient parler de nous via du bouche à oreille. Et puis après, très rapidement, on a aussi lancé un peu des campagnes de pub sur Google, avec Google Ads. Et là, encore une fois, on a eu pas mal de chance, c'est-à-dire que notre modèle est intéressant dans le sens où les gens nous payent les réservations avant qu'on ait à les payer aux propriétaires de maison. Donc on va dire que d'un point de vue cash flow, c'est pas comme si on devait produire des dictaphones et donc faire toute une avance du cash pour ensuite les vendre derrière, quoi. Donc on n'a pas de stock, on est juste à vendre des locations. Donc ça permet de prendre, on va dire, moins de risques d'un point de vue capital et financier. Et donc, et ça n'a rien, mais c'est clé parce que même, pour avoir vendu entre guillemets des dictaphones,
tu peux être victime de ton succès. Si la demande augmente trop vite et t'as pas le cash flow pour assurer, tu peux plus vendre de dictaphone, tout pour faire simple. Donc, C'est ça. Et c'est super difficile parce que t'as prévu un certain stock. Bah, si tu l'écoules trop vite, bah, t'as plus de stock. Et donc, du coup, t'as des gens qui sont pas contents parce que, t'as plus de stock. Et donc, il faut attendre 3 mois avant que le stock se refasse. Si t'as visé trop, bah, tu te retrouves avec des invendus et t'as des coûts pour les entreposer. Enfin, bref, c'est très, très, très dur de faire ce genre de business. Donc, oui, c'est vrai que nous, de ce point de vue-là, on a été très chanceux et bon, c'était réfléchi d'une certaine manière. On savait que ça faisait partie de la façon dont ça marchait. Donc c'était en connaissance de cause. Mais c'est vrai que voilà, il y a forcément un élément où on s'est dit plusieurs fois dans les années qui ont suivi, bon, c'est génial ce modèle. C'est vrai que ça nous permet de grossir très rapidement parce qu'on n'est jamais limité par la demande, on n'est jamais limité par la supply. C'est plus voilà, on doit juste faire le bon boulot pour permettre les réservations et puis ensuite c'est jamais en tout cas un souci financier. Ce qui fait qu'on a pu d'ailleurs autofinancer l'entreprise, donc on a bootstrappé comme on dit, et on n'a pas eu à lever de fonds pendant le développement de l'entreprise. Donc c'était un choix aussi. Parce que on voulait garder notre indépendance par rapport à un investisseur qui viendrait nous pousser dans une direction ou une autre. On a choisi de vouloir avoir cette indépendance. Ça veut dire aussi qu'on a peut-être un peu grossi un peu moins vite que ce qu'on aurait pu le faire ou que d'autres entreprises l'ont fait. Les sous que tu prends d'investisseurs, c'est un peu il y a eu des investisseurs sur le podcast et j'ai rien contre le prendre des sous des investisseurs. Il faut juste bien comprendre ce que ça veut dire. C'est un peu comme prendre un accélérant, quoi. Tu vas beaucoup plus vite parce que tu as beaucoup d'argent. On te donne pas de l'argent pour qui reste dans le compte bancaire, donc il faut le dépenser. Et donc en dépensant de l'argent très vite et en allant très vite, tu peux aller très vite dans le mur aussi. Du coup, voilà, faut juste savoir vraiment ce que tu vas faire avec et est-ce que ça peut t'apporter. Donc tu peux vraiment apprendre très très vite, mais tu peux aussi aller dans le mur très vite. Et donc ça, et après, tu as vu des gens qui font ça. Tu as des comptes à rendre. Enfin là, tu restes ton propre patron quelque part. Alors que un investisseur, ça change aussi un peu la donne. Mais bon, il y a des plus et des moins. C'est un débat infini, mais ouais. En tout cas, vous avez bien géré ça. Donc félicitations en tout cas. On a eu cette chance. Alors après, effectivement, je me dis, est-ce que si on avait eu un peu justement d'autres personnes qui nous aidaient à ces moments-là à réfléchir sur certains grands problèmes et sur le long terme, est-ce que ça n'aurait pu nous aider à grossir différemment, à grandir différemment, à faire les choses différemment? Où est-ce qu'on serait aujourd'hui si on avait eu ces conseils éclairés smart money, quoi. Après, ouais. Ça c'est j'ai l'impression que c'est quand même c'est pas à tous les coups, quoi. Il faut avoir la chance d'avoir un bon investisseur qui joue ce rôle-là, mais bon, sur le papier, si ça existe, et c'est dans l'intérêt de l'investisseur, hein, forcément, c'est le concept un peu derrière tous les incubateurs, etc. Mais ouais, c'est le rêve, quoi. Un game changer, comme on dit. C'est ça. C'est le rêve de l'investisseur qui va t'aider à réfléchir, t'ouvrir des portes, faire tout ce qu'il faut, être là avec toi. Et la réalité, évidemment, alors il y a des investisseurs qui font ça à différents niveaux, mais oui, la réalité est un peu différente, évidemment, et tu auras pas forcément toujours ça. Donc voilà, ouais. Donc on a avec Google Ads très rapidement, on a aussi, il y avait évidemment beaucoup moins de compétition à l'époque, donc c'était plus facile de ce point de vue-là, mais on a pu lancer des campagnes de pub qui très rapidement nous ont permis d'acquérir des utilisateurs sur le site et ensuite de convertir ces visiteurs en réservation. Donc là, on a eu une grosse discipline, on va dire, de performance marketing et d'optimisation depuis le début, où on essayait vraiment de regarder tous les éléments du site, à quel endroit les gens se perdaient, comment on les remettait dans le droit chemin, si je puis dire, comment on créait la bonne expérience utilisateur. C'était vraiment au cœur de tout ce qu'on faisait au début. Comment on optimisait les campagnes, comment on optimisait
l'expérience. Donc ça justement, ouais, le côté UX UI, enfin c'est parce que bon, ça a l'air toujours simple quand on regarde ton site, on te dit bon bah, c'est évident, tu montres une villa, tu cliques, tu payes, mais comme tu le dis, les gens se perdent. Enfin c'est toujours entre nous quand on fait un produit soi-même et quand on l'utilise, ça c'est. Donc comment est-ce qu'il y a eu des, enfin est-ce que t'as des, est-ce qu'il y a le process, enfin t'as découvert des choses vraiment spécifiques, tu me dis vous avez vraiment fait des. Est-ce que vous avez fait du A/B testing, des choses, enfin comment vous avez vraiment réussi à avoir un process fluide pour l'utilisateur? Alors, il est loin d'être parfait et j'en suis pas satisfait aujourd'hui. Mais bon, voilà, il y a toujours du travail et surtout avec la pandémie, c'est vrai qu'on a malheureusement pas pu faire autant d'investissement de ce point de vue-là dans les 2 dernières années. Là, on recommence. On vient de recruter quelqu'un justement qui va se focaliser sur la partie justement UX pour nous aider à améliorer l'expérience utilisateur. Mais écoute, on a un peu tout appris sur le tas. C'est vrai qu'en début des années 2010, il y a le terme de UX, en tout cas, moi, j'en ai jamais entendu parler jusqu'à il y a peut-être plutôt 4-5 ans, ou peut-être un peu plus 5-6 ans, mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, on parlait pas vraiment du UX, on parlait un peu de Lean Startup, c'était plus ce genre de méthodologie qui était employée, qui était de dire, bon, tu fais des tests, donc pas mal d'A/B testing, effectivement, pour être sûr que quand tu fais des modifications, tu as une modification qui gagne. On a développé nous-mêmes un peu une approche où on s'assurait de faire un test alors on l'a appris via des erreurs, c'est-à-dire que on a fait au bout de peut-être un an et demi, on a fait un redesign complet du site qui s'est soldé par qui était un échec assez incroyable. On a perdu notre taux de conversion a chuté immédiatement et c'était extrêmement difficile de savoir quelle partie de l'expérience en fait ne plaisait plus aux gens parce qu'on avait tout changé à la fois. Et donc ça m'a vraiment moi appris. Bon, tu changes les choses de manière incrémentale, quoi. C'est une chose à la fois. Est-ce que tu veux redesigner le module de recherche, bah, tu rechanges le module de recherche. Tu veux changer, mais même des toutes petites choses. On s'est mis à tester plein de petites choses. Par exemple, le call to action, quoi, le bouton qui dit réserver. Bah, si je mets réserver maintenant ou si je mets payer maintenant, bah, lequel a un meilleur taux de conversion, lequel fait moins peur aux gens. Voilà. Donc c'est plein de tout petits A/B tests. À ce niveau. Donc ça c'est hyper important, quoi. Le côté modulaire de pas de faire une V2 du site totalement différente, ça c'est une erreur peut-être à éviter. Avancer petit à petit comme tu le décris. Et ça veut dire que vous avez quand même le volume. Il faut avoir le volume suffisant pour faire des tests assez fins comme ça sur un seul bouton. Et vous arrivez à faire ça, quoi. Enfin vous arrivez à le faire. Oui, alors après c'est là que tu te rends compte qu'effectivement il faut un certain nombre d'utilisateurs, que il y a certains changements qui sont évidents et il y a des changements qui sont moins évidents où au bout de 2 semaines, bon bah t'es pas encore trop sûr s'il y a vraiment un impact. Dans ce cas-là, ça veut dire que probablement il n'y a pas d'impact ou en tout cas que l'impact est très limité. Et à l'inverse, comment trouver les choses qui ne vont pas? Parce que là, tu pars peut-être d'une idée, tu te dis bon, le bouton, celui-là, on va peut-être essayer de l'améliorer. Est-ce que tu arrives à spotter les goulots d'étranglement, quoi, les problèmes? Bah là, c'est toute une discipline et toute une stratégie, on va dire, de marketing enfin de marketing, de développement et de growth. On appelle ça un peu la growth, que j'ai développé un peu plus récemment, mais qui est effectivement comment tu vas chercher les choses à changer qui ont le plus d'impact. Et donc ça vient à la fois d'interviews et de recherche avec des utilisateurs. Donc on fait ça, c'est-à-dire qu'on parle à nos clients évidemment tout le temps. Et ça nous donne beaucoup de points d'amélioration. Que ce soit parce qu'on leur parle pendant leur réservation ou bien on va juste les faire venir dans nos bureaux, les faire naviguer notre site, regarder les endroits où ils ont du mal, les endroits où ça marche bien, il n'y a pas de questions, pour trouver des idées d'amélioration. Donc on trouve tout ça. On a aussi via les analytics, via notre propre expertise, via l'étude de nos concurrents, de ce qu'ils font, de ce qu'ils proposent. On a des listes d'idées de plein de choses qu'on peut changer sur le site. Et donc après, il y a tout un travail de priorisation où on vient se dire bon bah voilà, de tous ces éléments-là,
lequel a potentiellement le plus d'impact pour les utilisateurs, et puis pondérer à lesquels sont les plus faciles ou les plus difficiles à faire, parce que quelque chose qui va prendre 2 semaines à implémenter et $5 000 de coût, c'est évidemment pas la même chose que quelque chose qu'un changement que tu peux faire en 10 minutes. Mhm. Donc, Ouais, totalement. Ouais. donc voilà, donc là il y a vraiment un travail clé et une discipline à avoir qui est pas forcément toujours facile, parce que il y a toujours plein de choses où on se dit on va juste changer ça, c'est facile, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment une discipline très importante à développer, qui est de se dire comment je m'assure de pas avoir trop de blind spot et d'aller chercher des idées vraiment un peu partout, et ensuite de pas partir sur ce qui me semble le plus cool, mais sur ce qui va vraiment avoir le plus d'impact et qui va être le plus facile à faire, quoi. Donc il faut pas forcément ne pas faire les choses qui sont les plus difficiles, mais il faut vraiment avoir cette approche retour sur investissement de si j'ai une équipe qui passe 2 semaines de travail à faire ça, il faut que c'est vraiment un impact. Donc on a une approche assez scientifique de ça pour chacune de ces hypothèses qu'on a. On fait un petit document Google Doc. Je rentre un peu dans le truc technique, mais comment on fait ça? Donc on a un petit document Google Doc sur lequel on écrit en haut voilà, notre hypothèse, c'est que, disons par exemple, en changeant la couleur du bouton, je peux améliorer mon taux de conversion. Ok, très bien. Quels sont les éléments qui viennent supporter cette hypothèse? Je vois que tel site utilise la couleur verte plutôt que la couleur rouge. Je vois telles études qui ont été faites qui disent que la couleur verte, ça signifie ce genre de choses-là, etc. Je vois, enfin bref, on essaie de trouver un maximum d'éléments qui nous permettent de venir supporter cette hypothèse pour qu'on soit assez sûr de ce qu'on fait. Donc ça peut être des études qu'on a fait des tests qu'on a fait dans le passé, ça peut être des éléments sur Analytics, ça peut être plein de choses. Et de tout ça, on se dit maintenant que j'ai mon hypothèse et que j'ai ces éléments, quelle est mon attente sur l'impact que ça peut avoir? Est-ce que c'est quelque chose qui va me permettre d'améliorer le taux de conversion de 1% ou de 25%? On cherche pas à avoir quelque chose d'exact, mais on cherche à avoir des ordres de grandeur. C'est ça qui nous permet de comparer vraiment. Et puis une fois qu'on a ça, c'est pour mettre ça en place, est-ce que c'est 5 jours de développement? Est-ce que c'est juste quelque chose que une personne de l'équipe marketing peut faire via notre outil de A/B test? Est-ce que c'est un partenariat? Parce que on met là-dedans aussi en fait tout ce qui est des actions aussi marketing pour savoir où on se concentre. Donc ça peut être on va faire ce partenariat ou on va faire cette action commerciale qui va nous coûter $10 000. C'est la même logique finalement, parce que ça coûte pas forcément du temps de développement, mais ça coûte de l'argent. C'est une approche hyper intéressante, je pense, de ce côté rigoureux qui peut être appliqué en plus à plein d'autres business. Donc je pense que ça va donner des bonnes idées à plein de personnes. Il y a un côté, on avait mal sur le côté marketplace, donc je suis curieux, tu me dis que c'est pas forcément une marketplace. Ouais. Mais en tout cas, donc la marketplace en général, il faut gérer à la fois l'offre et la demande, c'est une de ces difficultés. Ouais. Quand ça marche, c'est magique parce que on a l'impression que ça marche un peu tout seul, quoi. Mm-hmm. Tu mets des offreurs, tu mets des demandeurs sur ton site et voilà, ils s'occupent entre eux et toi tu récupères une petite commission au passage. Bon, c'est plus compliqué, mais c'est comme ça qu'on le voit. Tout à fait. Vu de loin, mais bon, forcément, quand tu démarres de zéro et que sur ton site, t'as ni offre ni demande, forcément, c'est plus difficile à lancer. Donc, décris-nous, dis-nous, est-ce que tu es vraiment une marketplace et décris-nous peut-être un peu cette partie, s'il te plaît. Ouais, tout à fait. Alors, on est une marketplace dans le sens où effectivement, il y a ces problématiques d'offre et de demande. Donc, pour nous, dans l'œuf et la poule, on va dire que les villas, la demande, c'est vraiment, ça part de là. L'offre. Donc, si on a des maisons, les gens viennent les réserver. Mais si on n'a pas de maison, évidemment, personne ne viendra les réserver. Et il faut aussi avoir une certaine... Pardon ? Jusque-là, on te suit, oui. Jusque-là, on me suit, voilà. Donc, il faut aussi avoir un certain nombre de maisons parce qu'en fait, les gens veulent évidemment avoir du choix. Parce que il y a plein de types de vacances différents, il y a plein de goûts, de besoins et d'envies différentes. Donc, si j'ai des maisons de 4 chambres à Bali, mais que j'ai pas de maison 8 chambres à Phuket, et voilà, quelqu'un qui cherche une grande maison à Phuket,
Voilà. Donc c'est pas qu'une question d'emplacement, c'est aussi une question de taille de maison, c'est aussi une question de budget, parce qu'évidemment il y a des maisons pour tous les budgets. C'est des questions de service, c'est des questions de style. Il y a cette maison, elle est sur le papier, elle est dans mon budget, elle est au bon endroit, mais par contre la décoration, elle me plaît pas. Donc voilà, il faut qu'on ait différents styles de maisons aussi. Donc voilà, on a dû passer beaucoup de temps à construire et à aller vraiment taper aux portes avec notre scooter. On allait dans toutes les petites rues, on tapait aux portes, on passait nos cartes de visite pour aller trouver les différentes villas, les différents propriétaires, voir ce qui se cachait derrière ces portes justement. Est-ce que c'est des bonnes villas, est-ce que c'est pas des bonnes villas, à quoi elles ressemblent, pour construire cette offre. Donc on a commencé à Bali, comme je l'ai dit, puis ensuite on a continué dans le reste de l'Asie du Sud-Est, en Thaïlande en particulier, et puis ensuite au Sri Lanka, et depuis on est allé dans pas mal d'autres destinations. Avec une logique d'ouverture de pays quelque part, il faut qu'il y ait aussi qu'il y ait un service sur place. Vous pouvez avoir juste une seule villa dans un seul pays, où il y a une logique vraiment. Demain on fait les Philippines, et là il y a un plan d'action Philippines, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que il faut un peu avoir un plan d'action, parce qu'on peut rajouter une villa effectivement aux Philippines, mais en fait, si on n'a pas une certaine masse critique, il y a quasiment aucune chance pour qu'elle se fasse réserver. On a ajouté justement quelques villas aux Philippines il y a quelques années. On n'a jamais eu une seule réservation. Parce que typiquement, si j'ai pas 30, 40 villas potentielles, ça marche pas. Parce que aussi une des grosses problématiques des villas, c'est que les villas, c'est pas un hôtel où il y a 80 chambres. Si tu as une villa qui a 5 chambres, c'est même pas 5 chambres d'hôtel. C'est-à-dire que c'est une villa, elle est soit réservée, soit elle est pas réservée. Donc elle est soit disponible, soit pas disponible. Alors qu'un hôtel, tu réserves une chambre, tu en as encore 4 qui sont disponibles. Donc il y a vraiment cette difficulté qui est que il faut en plus que quand quelqu'un cherche, la villa qui l'intéresse soit disponible aux dates qui sont les dates de son voyage. Donc il faut vraiment avoir une certaine profondeur de portefeuille pour pouvoir satisfaire toutes ces combinaisons d'éléments. À quelle taille ? Si tu cherches une villa de 5 personnes aux Philippines, il faut que tu aies X choix déjà qui collent à ça. Donc il faut vraiment un volume conséquent. Ouais. Et puis en plus, les gens aiment avoir le choix. C'est-à-dire que si tu arrives sur un site et qu'on te dit, voilà, c'est cette villa, t'as beau peut-être te dire, ok, elle a l'air bien sur le papier, mais j'ai envie de comparer, tu vois. Donc parfois c'est juste ajouter plus de villas pour que les gens se disent, nous on sait que c'est peut-être la meilleure villa pour eux, mais on sait, donc ça c'est plus dans le process où on parle à nos clients, on leur en propose 2 ou 3, mais parce qu'en fait on sait que cette villa c'est la meilleure, mais on sait que les gens ils veulent pouvoir comparer parce qu'ils veulent, et c'est normal, ils veulent s'assurer qu'effectivement quand on compare, effectivement c'est le bon choix, c'est la bonne villa. Donc pouvoir proposer du choix, c'est très important parce que ça permet aux gens juste de bien comprendre. Encore une fois, moi c'est vrai que quand je vais en ligne et que je dois acheter un téléphone ou même un casque Bluetooth, je me dis tiens, ok, je regarde le premier sur lequel je tombe, ok, il a l'air super. Je vais quand même regarder et lire les commentaires de 3 ou 4 autres pour m'assurer que le premier, effectivement, c'est ce que je veux, et donc comprendre. Tiens, quand je regarde un téléphone, disons, quels sont les éléments qui sont à prendre en compte? Ok, la caméra, la qualité de la caméra, c'est important. Est-ce que c'est important pour moi? Oui, non. Voilà, je fais ma propre décision. La durée de la batterie, ok, c'est un élément important, tu vois. Donc, un peu comprendre ces différentes distinctions, c'est des choses qui sont importantes. Non, je crois que c'est même un élément pour convaincre quelqu'un. Je crois qu'on dit qu'il faut lui donner. Si tu donnes juste une proposition à quelqu'un pour le convaincre, personne va trouver ça louche. Si tu lui donnes 2 choix différents et que tu argumentes, voire même de manière biaisée, si tu veux pousser un argument, c'est bien plus efficace. Je suis sûr que tout ça est théorisé, mais non, c'est intéressant, quoi. Tout à fait. Non, mais c'est important. Et c'est un peu le côté éducation qu'on veut faire au passage, d'expliquer aux gens, voilà, qu'est-ce qui fait qu'une villa, elle est bien pour eux et elle est moins bien pour eux. Parce qu'encore une fois, moi, je pense que toutes les villas avec lesquelles on travaille, c'est des bonnes villas, mais c'est pas forcément la bonne villa pour une personne pour les vacances qu'ils sont en train de prévoir. Donc, si je viens typiquement avec un groupe d'amis parce que j'ai juste envie de faire la fête ou bien juste de me reposer et de passer un peu de temps parce que voilà, il y a plein de gens qui ont des enfants en bas âge, on va aller dans une certain type de villa. Si je viens avec ma famille parce que ils connaissent pas la destination et qu'on veut découvrir un petit peu toute l'île, je vais pas aller dans la même villa parce que voilà, c'est pas le même type de vacances, c'est pas le même type d'expérience.
Donc, je peux Ça coûte potentiellement combien d'ailleurs, par curiosité, l'ordre de grandeur des prix? Alors écoute, en Asie, on a vraiment des villas qui sont pas chères du tout. Donc si on compare à ce qu'on peut trouver en Espagne ou en Italie ou dans la Côte d'Azur, on n'est vraiment pas sur les mêmes gammes de prix, surtout pour le service qu'on a en Asie. Donc ça commence, on va dire, il y a des villas. Alors si on prend la villa entière, peut-être à partir de 100, 150 euros la nuit. Et après, si on prend la chambre, tu as des maisons pour 25, 30 euros par nuit, par nuit et par chambre. Donc c'est vraiment assez abordable. Hein. Si on compare ça, c'est même pas le prix d'un hôtel Ibis. J'ai rien contre Ibis, hein, mais c'est pas le prix d'un hôtel Ibis. Et évidemment, on est quand même dans un standard qui est un peu plus élevé que celui d'un hôtel Ibis dans ces maisons-là. Donc non, il y a des maisons très abordables. Et évidemment, après, il y a des gammes de prix bien plus élevées. On a aussi des maisons à plusieurs milliers de dollars par nuit. Donc c'est d'autres gammes de prix, mais de manière générale, quand on compare à des hôtels, en fait, alors bon, je suis peut-être un peu biaisé, mais quand on compare à des hôtels, pour moi, il y a des expériences encore meilleures dans les villas à des prix comparables, parce que les villas ont ce côté, toutes les maisons de vacances ont ce côté intimité et ce côté privé, où on n'est pas à partager le petit déjeuner, la piscine, etc. avec les 300 autres clients de l'hôtel. On est juste en famille ou c'est dans une le groupe expérience d'amis. différente. On a sa propre maison, quoi. Ouais, non, C'est ça. ça n'a rien à voir, quoi. Et On a une sa petite propre maison. parenthèse, juste par curiosité, l'investissement dans les villas, ça sort un peu du cadre de ton business, mais j'avais constaté qu'à Hong Kong, il y a beaucoup d'expats qui achetaient des villas, par exemple à Bali ou en Indonésie. Ouais. Ça se fait toujours. C'est un investissement que, entre guillemets, tu conseilles. Tu connais un peu ça ou pas? Alors, ça se fait toujours, ça y a aucun doute. Si tu C'est pas vas, bon pour ton business. Vaut mieux louer sa villa que l'acheter pour toi, mais bon. en fait, la plupart des gens Avant de l'acheter, construisent. il vaut mieux essayer quelques villas en les louant, donc ça te fait comme des clients. C'est ça. Enfin, disons que la plupart des gens, même qui achètent des villas, de toute façon, ils sont pas là toute l'année. Donc, en fait, ils viennent la D'accord, louer en partie, une partie du temps. d'accord. C'est aussi tes clients dans ce sens-là, quoi. Exactement, exactement. Donc non, non, ça c'est l'investissement, que ce soit pour des maisons qui sont déjà construites, mais surtout pour des gens qui achètent des terrains et qui construisent des maisons. Ça, c'est en boom permanent depuis 20 ans dans toutes ces destinations-là, et ça s'arrête pas. Ce qui est pas forcément qu'une bonne chose, parce que c'est vrai que si on va à Bali en ce moment, il y a des constructions à droite à gauche, il y a des problèmes de circulation et d'infrastructures qu'on rencontre dans certaines de ces destinations-là, qui sont vraiment problématiques, parce que si on continue comme ça pendant encore 10 ans, plus personne voudra aller à Bali pour passer son temps dans les embouteillages. Enfin, ça n'a aucun sens. Mhm. Donc ça, par contre, c'est un peu la difficulté. Et évidemment, c'est pas la faute des propriétaires et des gens qui viennent construire des maisons. C'est plus la responsabilité des autorités. Mais c'est vrai qu'il y a des logiques. Il y a des moments où on se dit, mais attends, pourquoi est-ce qu'on continue à avoir des nouvelles villas qui se construisent? Il y en a déjà beaucoup, suffisamment pour satisfaire la demande. Donc ça reste des très bons investissements, dans le sens où les gens qui font ça bien, c'est-à-dire qui font un peu leur recherche du marché, de quel type de maison il faut construire. Il y a encore des retours sur investissement qui sont excellents, excellents. Je suis ravi d'en parler s'il y a des gens des auditeurs qui sont intéressés, qui sont curieux. Mais il y a aussi des investissements qui sont un peu moins bons, ça c'est sûr. Il y a énormément de facteurs à ça. Que ce soit l'emplacement, que ce soit la taille de la maison, que ce soit aussi le partenaire qu'on va avoir une fois sur place pour gérer la maison, parce que on parle vraiment de maisons qu'on peut pas juste fermer à clé pendant l'hiver parce qu'on n'est pas là. Des maisons à Bali, en Thaïlande, il faut toujours du personnel dans la maison, il faut toujours des gens qui viennent, parce que voilà, on est dans les climats tropicaux, donc si on laisse les chambres et les choses fermées pendant trop longtemps, il y a de la moisissure qui se met en place. Le jardin, il pousse un peu trop vite. Oui, j'étais à Koh Samui la semaine dernière, une maison. J'étais avec le propriétaire et en 1 heure, parce que juste au tout début, il y avait le personnel de la maison qui était là, qui venait et qui avait retiré juste toutes les feuilles qui étaient sur la piscine. Et puis 1 heure et demie après, à la fin de
de notre rendez-vous. Je repasse devant la piscine et là, la piscine, il y avait plein de petites feuilles qui étaient retombées dans la piscine. Donc voilà, c'est en permanence. Il faut que ça d'ailleurs la piscine ou le jardin. Ça me faisait rigoler parce que même à Taïwan, on n'est que subtropical. Hein, quand ça reste gentillet. Mon proprio m'a ratiboisé mon petit jardin là. Ah non. Déjà le jardin, il y avait des arbres qui poussaient dans mon jardin, quoi. C'était assez dément sur une terrasse, hein, en pleine ville. Et ça repousse tellement vite. Enfin, c'est pas la France, c'est clair que ouais. Ah non, c'est sûr. Ça pousse très 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 vite. Enfin, les jungles qu'on a en Asie, c'est des choses qui poussent en 2 semaines, 3 semaines. Il y a déjà pas mal il y a déjà des petites jungles qui se créent. Ça va très 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 vite. Donc ouais, beaucoup d'entretien dans ces maisons. Ouais, non, clairement. Donc les investissements, donc non, c'est un sujet intéressant à creuser aussi. Ouais. Et d'ailleurs, il y a le podcast, tu avais interviewé, j'ai oublié son prénom, j'ai oublié son nom, une dame qui a construit un hôtel à Bali et qui explique tout le processus de comment elle a trouvé le terrain, comment elle a géré la construction, qui est c'est un épisode intéressant, un épisode récent qui date un peu vu que le podcast est plus long qu'avant, mais moi j'ai un trou de mémoire aussi, mais un très bon épisode dans les derniers. Excellent épisode pour comprendre la réalité, encore une fois la réalité de ce qu'est ce type d'investissement. Parce que c'est pas facile et faire ça à distance, la construction, etc. C'est extrêmement difficile. Et ensuite, elle parle aussi de la gestion. Avec des anecdotes assez marrantes. Et ça fait penser justement à toi. Tu as aussi une équipe à Bali en fait. Oui. Donc ça se raccroche un peu à ces aventures avec du staff local, plus pour construire une maison. Mais donc parle-nous peut-être de ton équipe à Bali, comment ça se passe en termes de management, est-ce qu'il faut avoir des process bien plus cadrés par rapport au type de staff que tu trouves là-bas? Est-ce que tu as quelques étrangers aussi? On peut aussi recruter des étrangers sur place. Comment ça se passe? Ouais, on peut recruter des étrangers sur place. Ça a quelques difficultés, notamment il y a un visa en Indonésie qui coûte à peu près $2000 par an pour pouvoir avoir un étranger. Ce qui semble peut-être pas énorme, mais en fait, par rapport aux réalités locales, ça représente déjà plusieurs mois de salaire. Donc, ça ajoute plusieurs mois de salaire, donc un coût assez important. Donc oui, nous, on a essentiellement des employés locaux. C'est un challenge parce qu'effectivement, il faut comprendre la façon de travailler et la culture de travail qui est assez différente en Indonésie de ce qu'elle peut être en France. Alors moi, j'ai pas vraiment d'expérience de travail en France, donc j'ai des difficultés parfois un peu à comparer. Et je sais pas si certaines difficultés qu'on peut avoir, c'est le fait de travailler avec des gens qui juste sortent d'université, tu vois, avec un niveau licence et qui ont donc du coup très peu de connaissances du milieu du travail, ou bien est-ce que c'est plus culturel? Voilà, c'est parfois un petit peu difficile de faire la part de l'un et de l'autre pour moi parce que j'ai pas cette expérience en France. Mais oui, effectivement, voilà, il y a beaucoup de travail, il y a effectivement des process à mettre en place. Mais bon, ça c'est, je pense, un peu toutes les entreprises. Tu es obligé de mettre en place des process pour t'assurer que, quand on va s'occuper d'un client et on s'en occupe, que ce soit la personne A ou B qui s'en occupe, qu'on s'en occupe aussi bien, qu'il ait à peu près la même expérience. L'hôtellerie, c'est quand même un métier de process, ouais. C'est ça. On veut s'assurer qu'il y a une certaine une consistance, que c'est pas au petit bonheur la chance. Je tombe sur la bonne personne, j'ai une super expérience. Je tombe pas sur la bonne personne. Bon, j'ai une expérience moyenne. Alors, ça veut pas dire effectivement qu'on n'a pas des experts, mais en tout cas s'assurer que tout le monde ait à peu près les bonnes expériences. Donc, il y a beaucoup de formation, effectivement, beaucoup de training, qui est d'ailleurs le même mot en anglais. Pour s'assurer qu'on arrive à un niveau de service qui est bon. Après, on va dire, voilà, nous on croit beaucoup à la promotion en interne, on croit beaucoup à développer les équipes. Donc tous les managers maintenant là-bas sont tous des locaux. Donc il y a effectivement des différences un petit peu en termes de management, mais bon, je pense que les gens qui sont avec nous depuis 5-6 ans, ils sont aussi d'une certaine manière adaptés à ce que moi j'attendais. Et bon, ce que moi je fais, c'est peut-être très différent de ce que font d'autres personnes d'ailleurs. Je connais plein d'autres entrepreneurs français et on a tous des manières de travailler qui sont différentes. Donc bon,
il y a peut-être des points communs, il y a peut-être des points de différence, mais voilà, disons, je trouve difficile d'avoir des conclusions sur c'est comme ça qu'il faut faire en Indonésie par rapport à la France, parce que ouais, c'est un peu différent. Non, ok, pas de problème. En tout cas, ça marche bien pour toi. C'est que tu as trouvé la bonne solution. Est-ce on a déjà couvert à peu près tout? Est-ce que tu as d'autres sujets que tu voulais un peu développer? Écoute, non, on a tout couvert. Je pense que on va falloir couper ça au montage. Ça nous amène vers la question finale. Donc, vas-y, enchaînons. Ouais. Alors, écoute. Donc, ça fait... Ouais, vas-y. Je te laisse poser la question finale pour que je puisse y répondre. Pas des fidèles du podcast. La question, c'est comment hacker l'Asie? C'est simple. Vas-y, dis-nous. Comment hacker l'Asie? Je pense que pour hacker l'Asie, ou l'Indonésie ou Singapour, bien sûr, ça peut être spécifique. Ça peut être. On ne va pas parler de toute l'Asie. On a fait assez d'épisodes dans le podcast à travers l'Asie pour savoir qu'il y a certaines spécificités locales. Ouais, ça c'est sûr, ça c'est évident. C'est pour faire du business un petit peu dans différents pays, que ce soit la Thaïlande, l'Indonésie, il y a pas mal de similitudes, mais il y a aussi beaucoup de différences. Et je pense qu'il va me falloir peut-être encore 10 ou 15 ans de plus pour vraiment comprendre les différences et les similitudes. Donc, comment hacker Singapour ou l'Asie ou l'Indonésie? J'en reviens un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, les réseaux. C'est-à-dire que pour moi, s'intégrer dans des réseaux et aussi beaucoup des réseaux locaux, c'est important. C'est-à-dire que rester juste dans les réseaux francophones ou dans des réseaux qu'on connaît, c'est très limitant. Et donc, sur la durée, le fait de s'assurer qu'on puisse trouver des groupes avec des amis qui sont locaux, ça permet vraiment de bien mieux comprendre notre environnement local. Donc, par exemple, moi, je fais du théâtre d'improvisation. Et c'est vrai que via ça, j'ai rencontré plein de gens que j'aurais jamais rencontrés. Via le sport aussi, ça aide beaucoup pour rencontrer des profils un peu différents. Parce que sinon, dans le boulot et dans les réseaux qui sont plus accessibles, on va dire, quand on arrive, c'est vrai qu'on retrouve en général beaucoup les mêmes profils et donc on n'a pas vraiment la même vision locale et ancrée dans une réalité, on va dire, qui est partagée par plus de monde sur place. Donc oui, ce serait vraiment mon conseil. C'est très rapidement de pas se faire prendre, de pas rester cantonné au réseau assez francophone qu'on trouve en arrivant, et vraiment d'aller trouver d'autres réseaux au-delà de ça. Non, mais c'est un très beau conseil qui paraît simple, mais qui peut demander quand même un véritable effort. Après, l'intérêt, c'est que ça peut aider personnellement, forcément, c'est que ça peut enrichir sa vie personnelle et être utile professionnellement, donc c'est gagnant-gagnant. Donc non, c'est un fondamental, mais toujours bon de le rappeler, quoi. Ouais, tout à fait. Ok, bon super, merci beaucoup Daniel pour cet épisode, et je te souhaite bonne chance pour la suite alors. Merci beaucoup Raphaël, merci pour l'interview et puis à très bientôt. Ok, salut. Cet épisode de Sésamazie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, Seghier. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!